Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence à ce deuxième podcast de l'orientation du lycée Vaclav-Havel. Alors podcast destiné à donner des informations les plus précises et les plus pragmatiques possibles à nos élèves de terminale pour qu'ils puissent formaliser des choix éclairés quant à leurs vœux Parcoursup de poursuite d'études. Le premier épisode de nos podcasts était consacré aux études d'infirmerie. Nous allons poursuivre dans la thématique de la sphère santé sociale en recevant aujourd'hui l'IRTS donc, de Talence, l'Institut régional des travailleurs sociaux. Et nous avons le plaisir donc, d'accueillir M. Meunier, qui est directeur des études de cet établissement. Je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, oui, donc je suis Yves Meunier, directeur des études, en charge de l'ensemble des programmes de formation initiale au niveau des centres de formation de l'IRTS de Talence. Merci. Nous avons également le plaisir de recevoir et de revoir mademoiselle Mogis, puisqu'elle était élève dans cet établissement il y a peu. Donc moi, c'est Fanny Mogis, donc je suis en deuxième année d'éducatrice de jeunes enfants en voie directe et je suis rentrée dans cette formation à la suite d'un service civique. Et nous accueillons également Monsieur Dacosta, qui également est étudiant, mais qui a une petite particularité qu'il va nous décrire. En effet, bonjour. Donc Romain Dacosta, je suis en troisième année d'éducation spécialisée et en apprentissage. Et parallèlement, je suis secrétaire adjoint de l'association étudiante L'Élan Social. Merci beaucoup. Nous avons également choisi d'inviter 5 élèves de notre établissement, élèves de terminale, qui vont avoir le rôle de soumettre à la question nos invités et leur poser toutes les interrogations qu'ils possèdent quant à leurs vœux Parcoursup. Je vais les laisser se présenter. Effectivement, on est 5 élèves de la classe ST2S et pour ma part, je m'appelle Eléa Pequigno. Bonjour, alors pour ma part, je m'appelle Adikao. Bonjour, moi je m'appelle Mélissa Lacrif. Bonjour, moi c'est Colline Lafont. Bonjour, moi c'est Zoé Rivière. Merci beaucoup. Je vais me retourner vers Monsieur Meunier en lui demandant de nous présenter l'IRTS. Alors, ce qu'est un IRTS et puis quelles sont les particularités, s'il y en a, de celui de Talence. Merci. Donc oui, il y a des particularités. Donc aujourd'hui, l'IRTS de Talence, c'est environ 900 étudiants qui sont en formation initiale, un centre d'apprentissage aussi, un CFA, 2200, 2300 personnes qui se forment chaque année au sein de l'IRTS, 700 vacataires, professeurs qui viennent donner des cours à la fois aux professionnels et à la fois aux étudiants. La spécificité d'un IRTS, c'est qu'il a comme mission une mission avec un département de recherche qu'il doit donc mener par rapport à d'autres organismes de formation. Sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a à peu près 7 à 8 centres de formation. Nous avons une dimension recherche obligatoire dans le cadre d'un IRTS et nous avons aussi un service international où nous avons des étudiants étrangers qui viennent et aussi des étudiants qui partent à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment une spécificité des IRTS. Et nous avons à mener des missions qu'on appelle d'animation au niveau des territoires et où nous menons des actions de conférences, d'animation de journées d'études qui sont sur le territoire grande métropole. C'est vraiment une spécificité pour un IRTS. Ensuite, l'IRTS Nouvelle-Aquitaine a aussi une petite spécificité, c'est que nous avons absolument tous les diplômes du travail social. Donc nous avons du diplôme qu'on appelle aujourd'hui AES, anciennement aide médico-psychologique, des personnes qui sont donc des professionnels qui vont à domicile ou dans les établissements accompagner les personnes au quotidien, qui sont des personnes souvent handicapées ou vieillissantes. Et ensuite jusqu'au diplôme de directeur d'établissement. Donc on a vraiment absolument l'ensemble des diplômes qui vont après de l'éducation, les centres de services sociaux, éducateurs de jeunes enfants, etc. Très bien. Est-ce qu'on peut les détailler un peu en les passant en revue ? Oui, tout à fait. Vous plaît. Alors aujourd'hui, donc deux diplômes qui ne sont donc qu'on considère sans bac, mais moi c'est je sais que c'est peut-être pas une bonne dénomination. 2 diplômes qui durent à peu près 2 ans. Technicien d'intervention sociale et familiale et puis moniteur éducateur. Technicien d'intervention sociale et familiale, on est surtout dans le champ de la protection de l'enfance, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont intervenir suite à appel d'un juge
intervenir à domicile parce qu'il y a un enfant, on considère peut-être un enfant en difficulté, et on va donc faire intervenir un professionnel qui est un technicien d'intervention sociale et familiale à domicile. Il va mener des actions éducatives avec la famille et l'enfant, et au bout de quelques mois, souvent entre 3 et 6 mois, il va faire un rapport, et selon la situation de la famille, l'enfant sera peut-être retiré de la famille ou restera au sein de la famille. Donc ça, c'est globalement le métier de TISF. C'est un métier qui est extrêmement recherché en ce moment. Il faut savoir que les métiers, ça on peut le dire, globalement, que tous les métiers qu'on va aborder aujourd'hui, il y a du travail absolument partout. Ce sont des métiers en tension, et donc entre autres, technicien d'intervention sociale et familiale, et sur la région bordelaise, c'est extrêmement critique aujourd'hui en termes de recrutement. Moniteur éducateur, je vais le dire un peu de manière globale, parce que développer un métier, c'est toujours un petit peu compliqué au niveau des micros. Ce sont des professionnels qui interviennent plus au quotidien des personnes dans des maisons d'enfants à caractère social, auprès de personnes en situation de handicap, enfants, adolescents, adultes. Peut-être tu veux en rajouter quelque chose sur les ME ? Non, pas particulièrement. Voilà. Donc on est sur des métiers d'accompagnement au quotidien, ce qui est un peu la différence avec le métier d'éducateur spécialisé, qui lui est plutôt met en œuvre des projets avec les familles et des projets d'accompagnement éducatif et social. Donc une dimension autre, plutôt de coordination. Le métier d'éducateur spécialisé se tourne plutôt vers la coordination, alors que dans le quotidien, ce sont les moniteurs éducateurs. Pareil, les moniteurs éducateurs, ce sont des formations de 2 années. Alors, j'en fais beaucoup de la promotion parce que tous nos métiers, en fait, du moment qu'on rentre dans un métier, même avec un métier de TSF ou ME, après, on peut rentrer ensuite en formation d'éducateur spécialisé. Après, on peut rentrer dans les métiers d'assistance de service social. C'est-à-dire que lorsque je fais des salons ou des informations comme aujourd'hui, où on discute sur ces métiers, il est très important aujourd'hui de se projeter sur ma capacité à faire une formation en 3 ans ou 2 ans. Capacité financière, de logement, d'accompagnement familial, parce qu'on a de plus en plus de suspensions de formation, d'arrêt de formation, parce que le jeune qui rentre en formation se retrouve dans une situation un peu précaire. Les familles n'ont pas forcément anticipé de se dire « oui, il va falloir un logement, il va falloir nourrir aussi notre enfant ». Et parfois, passer par une formation sur 2 ans, c'est pas mal. On rentre ensuite professionnel immédiatement après le diplôme, voire pendant la formation, puisque souvent des étudiants, très souvent maintenant, puisqu'il y a une précarité des métiers, un manque de professionnels, les étudiants trouvent même tout de suite, pendant leur formation, un contrat de professionnel. Et à partir de là, ils font une formation de 2 ans, ils rentrent en tant que professionnel moniteur éducateur, et 2 ans après, ils rentrent dans la formation d'éducateur spécialisé. Et ils ont des allègements, donc ils n'ont pas l'obligation de faire leur formation sur 3 années. Donc il y a une vraie dimension parcours dans la formation en travail social. Et c'est pour ça que je fais vraiment cette promotion-là, parce que je vois trop aujourd'hui de jeunes étudiants qui suspendent pour des raisons financières, familiales, qui n'ont pas forcément anticipé que nos formations, elles ont aussi une grande difficulté. Ce sont des formations qui sont à 35 heures semaine. 35 heures semaine, ce n'est pas une formation universitaire. C'est 35 heures semaine en stage, 35 heures semaine en centre de formation. Et pour pouvoir faire des petits boulots comme on peut avoir, travailler dans un bar ou ailleurs, ça devient extrêmement compliqué. Et on ne se rend pas compte de ça. Et du coup, ça met en difficulté. Donc, je fais cette promotion de ces métiers qui sont des métiers du social de 2 ans. On rentre 2 ans et puis ensuite, on pourra poursuivre la formation. On pourra viser le métier d'assistant de service social ou de conseiller en économie sociale et familiale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Donc après le métier d'éducateur spécialisé, aujourd'hui c'est un métier qui change énormément, vraiment. Alors là, lié au changement de politique qui sont portés aujourd'hui sur l'inclusion, ce qu'on appelle l'inclusion sociale, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap, voire de la protection de l'enfance, doivent pouvoir être dans un milieu comme tout le monde. Ce sont des citoyens comme tous. Et donc le métier d'éducateur aujourd'hui est en train de changer. On devient un coordinateur des projets de toutes ces personnes. Le métier d'assistant de service social, donc le plus vieux métier d'un travailleur social, lui aujourd'hui aussi change. On a toujours à la télé ou à la radio souvent des images, des représentations de ce métier qui sont l'assistante sociale qui reçoit à son bureau les personnes qui sont en difficulté, etc. Ce n'est plus tout à fait vrai. Ça existe encore parce que c'est aussi un moyen de rencontrer
les personnes. Mais aujourd'hui, on demande à avoir des actions, ce qu'on appelle des actions collectives, où le professionnel assistant de service social doit mener des actions avec plusieurs personnes, plusieurs personnes concernées. On appelle personnes concernées aujourd'hui, on parle. Et sur un territoire, sur un quartier, ils ont des missions de développement territoriaux. Vraiment, ce métier aussi change énormément. Et puis, il y a le métier d'éducateur de jeunes enfants, que peut-être tu peux rapidement dire, ou j'y vais. Oh, faites-vous plaisir. C'est pas que je me fais plaisir. Alors, le métier d'éducateur de jeunes enfants change aussi, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi en matière d'orientation. Je me dis, je veux être éducatrice de jeunes enfants ou éducateur de jeunes enfants, parce que j'ai envie de travailler avec les enfants. Alors oui et non, parce qu'aujourd'hui, en fait, le métier, une étudiante qui est diplômée, 1 sur 2 quasiment, qui sort du diplôme, va être aujourd'hui responsable d'un établissement, d'une structure petite enfance, d'un accueil petite enfance. Donc qui dit responsable dit enfant, mais aussi adulte. Et donc directrice. Voilà, et donc gérer, manager des adultes qui accompagnent des enfants. Et ça, c'est la grande nouveauté. Bon, ça a évolué au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, avec les changements des structures d'accueil petite enfance, eh bien, on a davantage d'éducateurs de jeunes enfants qui deviennent aujourd'hui des managers d'adultes. Et ça, c'est vraiment une grande transformation. Donc, voilà, c'est pas... je m'occupe des jeunes enfants, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais aussi, je dois aussi m'occuper de l'emploi du temps des adultes, de leurs congés, des familles, etc., etc. Ensuite, le métier conseiller en économie sociale et familiale, vous le connaissez ici, puisque vous le faites. Voilà, c'est un métier en grande évolution aussi, qui aujourd'hui intervient de plus en plus dans différents secteurs. Avant, il était un petit peu cantonné dans ce qu'on appelait à l'époque des centres sociaux. Aujourd'hui, c'est vraiment un métier qui s'est développé, qui vient, alors entre guillemets, je vais le mettre en concurrence avec le métier d'assistante de service social. Voilà, alors pourquoi aussi en concurrence ? Parce qu'il manque d'assistance de service social et donc il y a quelque part en termes de frontières des métiers aujourd'hui, ça bouge énormément. Ce sont des métiers... le métier de conseiller en économie sociale et familiale est très recherché aussi pour sa technicité. Il y a une partie technique qui a été faite dans le cadre du BTS, et puis après, il y a l'année qui est faite pour le diplôme d'État, vraiment où on vient travailler le métier d'intervention sociale. Et cette double compétence, aujourd'hui, est extrêmement appréciée, entre autres, par les politiques qui recrutent les conseillers municipaux, etc., qui viennent recruter plutôt ces métiers d'assistant de service ou de conseiller en économie sociale et familiale. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, on repère, en tous les cas, une vraie volonté de venir plutôt chercher des CESF parfois que prendre une assistante de service social, donc recruter une assistante. Voilà. Et ensuite, il y a tous les métiers de cadre. Je ne vais pas les développer complètement parce que pour un lycée, ce n'est pas vraiment la place. Mais bien sûr, il y a des métiers à l'IRTS de cadre, de chef de service, CAFERUIS, développement social, DEIS, puis après de directeur, CAFDES. Voilà la très grande famille. Je ne crois pas en avoir oublié parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. À peu près que l'IRTS possède. Il y en a bien d'autres. On fait d'autres métiers, bien évidemment, aujourd'hui qui sont développés. Tout ce qui est, par exemple... assistantes familiaux, veilleurs de nuit. Il y a tous ces métiers qui tournent autour du travail social et qu'on a besoin dans tous les établissements qui accueillent des publics. D'accord, merci pour ce panorama des différents métiers. Petite question, quel diplôme pour y accéder ? Voilà. Alors, ça c'est pareil, je vais essayer d'être très bref. Aujourd'hui, pour un lycéen, il a l'obligation soit d'avoir le bac pour pouvoir faire les diplômes qu'on appelle de niveau 6, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans Parcoursup. Voilà, ceux qui rentrent dans Parcoursup, il y a l'obligation du bac. Sauf les CESF qui ne rentrent pas dans Parcoursup. Voilà. Et ensuite, comme le métier de TSF ou de moniteur éducateur, il n'y a pas besoin du bac. Voilà. Après, si on a un peu d'expérience, c'est pour ça que je développe, aujourd'hui, tous les métiers du travail social, en formation initiale, il n'y a pas besoin du bac pour rentrer. Puisque depuis la réingénierie de ces formations en 2018, il y a la possibilité qu'une personne constitue un dossier qu'on appelle VAP, validation d'acquis professionnels, pour pouvoir passer l'épreuve de sélection.
Donc, pas pour pouvoir être en formation, mais pour pouvoir passer l'épreuve de sélection. Donc, le bac, aujourd'hui, n'est pas forcément obligatoire. Voilà. Très bien. Je vais m'adresser maintenant à mademoiselle Mogis et vous demander quel a été votre projet, qu'est-ce qui vous a incité à embrasser cette formation et à envisager le métier d'éducatrice pour jeunes enfants. Du coup, donc moi, en sortant du bac, j'ai fait donc bac ST2S. J'ai fait un service civique donc, en école maternelle auprès d'enfants en situation de handicap. Vraiment, je reconseille vivement à tout le monde de faire un service civique. Enfin, c'est vraiment bénéfique et je pense que ça joue beaucoup sur les dossiers aussi. Donc ça, j'ai travaillé du coup avec l'UFCV aussi, mais là c'était avec des adultes en situation de handicap. Et après, du coup, je me suis dit, allez, je me lance. Donc je me suis inscrite sur Parcoursup pour rentrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc j'ai été prise. Pas de surprise et du coup donc là c'est ma 2e année, donc pour en parler brièvement, donc c'est une formation où il y a 4 domaines de compétences. Donc il y en a un sur le développement du jeune enfant, un sur l'accompagnement de la famille avec son enfant, un sur tout ce qui est communication, management, tout ça avec l'équipe, parce que comme disait Monsieur Meunier, donc c'est un diplôme où en sortant de la formation on peut être directeur de structure, donc crèche, halte garderie, tout ça. Et le dernier domaine de compétences, donc c'est sur tout ce qui est les politiques, les lois, voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Après, donc, il faut savoir aussi que c'est une formation qui est très prenante, comme disait M. Meunier également. Donc, il y a, il me semble, 2100 heures de stage et 1000 et quelques, je ne sais plus combien. 1500. Voilà, 1500 d'heures de formation à l'IRTS. Donc, c'est vraiment une formation où on est beaucoup plus sur le terrain qu'en cours. Donc, voilà. Je pense qu'il faut le notifier aussi. Donc, c'est une formation où vraiment... moi, je sais que ça fait que 2 ans. Enfin, 1 an et demi, pardon. Et du coup, je sais que je ne suis plus du tout la même personne qu'au début. C'est vraiment une formation qui va nous changer sur tous les plans, que ce soit professionnel, personnel. Vraiment, voilà. Je pense qu'il faut être prêt aussi pour ça. Et voilà, ce n'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Venez, on a besoin de vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et vraiment, faites-vous confiance et surtout... Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Monsieur Dacosta, votre parcours, vous, et puis votre cheminement en termes de réflexion qui vous a conduit à choisir cette formation. Alors moi, mon parcours, il est un petit peu particulier parce que j'ai fait plusieurs choses entre mon bac S et cette formation, l'entrée en formation. Je connais bien le territoire béglais parce que j'ai été éducateur sportif au CAB handball. Donc je connais un petit peu le lycée, on va dire. Donc j'avais un diplôme plutôt, donc je travaillais déjà avec des enfants ou avec un public déjà jeune et j'ai la particularité d'avoir une famille déjà engagée dans ce type de projets sociaux et donc c'est mes parents qui ont monté une structure, un lieu de vie et d'accueil dans le sud Gironde et donc je faisais déjà des remplacements, on accueillait déjà nos enfants quand moi j'étais au lycée, on accueillait déjà des enfants, voilà. Et donc du coup en faisant quelques remplacements et puis après en ayant fait mon petit bout de chemin de mon côté, on m'a proposé de rentrer en formation, ce que j'ai accepté pour pouvoir mettre du sens à ce que je faisais. Donc vis-à-vis de la formation, moi j'étais en apprentissage, ce qui permet une professionnalisation assez rapide. En tout cas on est confronté vite aux choses, à la pratique professionnelle, aux analyses de pratique, travailler en équipe, avoir un lien avec les institutions, les partenaires, l'ASE par exemple. Donc petit à petit, au fur et à mesure de la formation, on adopte une posture professionnelle de plus en plus ancrée et en lien avec du coup, toutes les connaissances théoriques qu'on apprend à travers aussi la validation des modules qu'on a et tous les domaines de compétences et de formation qu'on traverse. Donc voilà, c'est aussi quelque chose de prenant et même je me souviens moi des mots du cadre pédagogique à la rentrée il y a 3 ans qui nous disait, vous verrez, comme disait Fanny, vous ne serez plus du tout le même. Les personnes qui sont engagées dans certaines choses pourraient se désengager. Il y aurait peut-être de nouvelles causes qui vous tiendraient à cœur de développer. Mais voilà, et je sens aujourd'hui qu'en 3e année, je peux le dire, oui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur le plan personnel, professionnel. Et c'est comme ça qu'on grandit, quoi. Voilà. Merci. Nous avons une question de la part de nos élèves.
Comment se déroulent les cours et les stages? Qui répond? Moi, je veux bien répondre. Alors, du coup, en première année, et pour être en contact encore avec des premières années ES, donc éducateurs spécialisés, il y a un tronc commun qui se fait généralement. Alors, ça dépend du coup de certaines matières, de certains modules, mais la première année, en tout cas le premier semestre, se fait moi je vais parler de la formation ES, se fait en amphithéâtre avec des cours divers et variés sur plusieurs thématiques, la relation éducative, voilà, la personne et le groupe. Il y a des choses liées à la santé, à l'histoire du travail social, les politiques sociales, les lois, le cadre juridique, tout ça, tout ça. Un tronc commun, donc je crois qu'on a des cours avec les AS, cours en les interfilière, EJE, c'est sûr. Certaines fois les ME, donc les moniteurs éducateurs. Ensuite, il y a une partie plutôt en janvier, si je me souviens bien, où il y a plutôt un stage de 2 mois pour les ES. Et après, ils reviennent en cours. Ça, c'est pour la première année. En deuxième année, il y a un deuxième stage qui, après le stage de découverte et d'observation de la première année, c'est plus pour... Il y a d'autres objectifs avec, par exemple, la formulation d'un projet collectif. Du coup, ça apprend le travail en équipe, peut-être découvrir d'autres domaines de l'action sociale. Quelques examens ou quelques écrits à fournir, en tout cas, avec ça. Et en troisième année, on arrive vraiment sur une étape de professionnalisation. Donc, à la fin de la deuxième année, jusque, on va dire en mars, en troisième année, il y a un stage de, je ne sais pas comment on l'appelle, peut-être de professionnalisation, un stage long qui fait 9 ou 10 mois, je crois. Sur lequel, on va dire, stratégiquement, il est intéressant de formuler son mémoire. Parce qu'à la fin de la troisième année, en ES, on a un mémoire à faire, voilà, mémoire de recherche. Merci pour cette réponse. Toutes ces formations, elles s'alternent, voilà, avec des alternances un petit peu différentes, suivant la formation, mais c'est toujours, comme vient d'expliquer, on a, nous, décidé en tant qu'IRTS de dire, à un moment donné, il y a une sorte de socle commun que tous les métiers, doivent avoir, un socle commun. Donc au démarrage, tout le monde fait pareil. Voilà, il faut qu'il y ait de la politique, il faut qu'il y ait un peu de psycho, il faut que tout le monde soit dans le même bain. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure, les projets évoluent et puis l'alternance va évoluer. Et au fur et à mesure, effectivement, plus vous allez avancer dans la formation, plus les stages vont être beaucoup plus longs pour terminer sur un stage très long qu'on appelle de professionnalisation ou de responsabilité éducative, qui va porter plus particulièrement sur le mémoire et sur un travail de recherche que vous porterez normalement à peu près sur le stage que vous êtes en train de réaliser. Je dis à peu près parce que ça dépend encore des formations. On a une autre question. Oui, j'avais 2 questions. La première, par rapport, donc vous parlez d'amphithéâtre, de 35 heures, de tout ça. Mais du coup, comment gérer la charge de travail qui vous est donnée? Elle se fait... Comment gérer? Alors, c'est plutôt un conseil que je donnerais, du coup, mais ça m'appartient quelque part. C'est votre façon de vous déjà de travailler au lycée. Pour tout vous dire et être honnête, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit très travail personnel, parce que je suis plutôt dans le vécu. Donc, moi, j'aurais tendance à écouter tous les cours vraiment de façon assidue, à y assister de façon assidue, et retravailler on va dire... de retravailler succinctement après pour pouvoir mémoriser ce que j'apprends. Et généralement, il faut essayer de faire des liens avec ce qu'on apprend en cours et le terrain quand on est en stage après. Ça sert généralement. La charge de travail, écoutez, vous êtes guidé normalement par les cadres pédagogiques. Vous avez un calendrier de l'année, à peu près avec les dates de rendu de certains écrits, ce qui va se passer à tel endroit. Et généralement, le personnel de l'IRTS est assez ouvert. Si vous avez des difficultés, des choses... Alors, il ne faut pas en abuser, bien évidemment, mais tout est possible. On prend vraiment en compte l'étudiant dans son entièreté et dans son individualité. Donc, tout le monde peut avoir des difficultés. Nous, on a connu, par exemple, le Covid en plein milieu de la formation, qui n'a pas arrangé nos communications, mais il y a toujours des solutions. Et la charge de travail, si c'est quelque chose que vous aimez et quelque chose que vous avez choisi quand vous rentrez en formation, je pense que le travail il y a une bonne partie de travail qui peut être du plaisir quand même. Après, c'est de l'organisation, quoi. Chacun vit ça un peu comme il veut au niveau du travail personnel, je dirais. Du coup, pour rebondir sur ce que Romain disait, c'est vrai que franchement, je pense qu'en sortant du lycée, on s'imagine vraiment que c'est comme le lycée, tout ça. Là, c'est vraiment différent parce qu'on alterne, on n'a pas le temps de se rendre compte, je pense,
Parce qu'on part en stage. Moi, je sais que c'est plutôt que Romain. Du coup, les stages, on part dès qu'on arrive. On est donc sur les cours interfilières. Et après, on commence les stages donc à partir de novembre. Et de là, en fait, vraiment, on fait du lien. Et pendant les stages, il y a des regroupements donc, à l'école qui sont aussi hyper bénéfiques parce que du coup, on peut poser nos questions. Si on est un peu mal à l'aise sur une situation, on peut en parler. On a des groupes qui sont dédiés à ça. Donc, vraiment, je pense qu'en fait, le fait d'être en stage plus longtemps qu'en cours, ça aide pas mal parce que c'est un peu le travail qu'on fait à la maison, entre guillemets, quand on est allé au lycée, parce que c'est là qu'on peut poser nos questions, c'est là qu'on peut observer, c'est là qu'on peut voir en fait tout ce qu'on n'a pas forcément compris. Et je pense que c'est vraiment hyper bénéfique de réussir à faire ce lien-là. Mais après, malheureusement, au lycée, on n'a pas forcément l'occasion tout le temps d'avoir des stages, tout ça. Donc c'est vrai qu'on ne s'imagine pas. Mais après, vous allez voir, comme disait Romain, on se met vite dans le bain et on est très bien accompagné. Donc il n'y a pas de souci là-dessus à se faire. Encore une question. Qu'est-ce que vous conseillerez pour faire face à certaines situations difficiles ? Il faudrait préciser les situations difficiles. Est-ce qu'elles sont personnelles, liées avec le public ? Est-ce que c'est quelque chose lié au travail personnel ? Vis-à-vis des stages. Vis-à-vis des stages. Alors vis-à-vis des stages, c'est un petit peu particulier, mais quand on est stagiaire déjà et que l'employeur nous accueille, on est censé déjà, c'est une nouveauté pour nous, on apprend. Après, les situations difficiles dans le social, ça fait un peu partie du travail en fait. Après, ça dépend ce qu'on appelle difficile, bien évidemment. Mais il y a toujours des situations qui sortent de la norme ou des choses, des faits qui peuvent être parfois choquants. Il ne faut pas hésiter évidemment à en parler à l'équipe professionnelle qui vous accueille. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes suivi tout au long de votre formation. Il y a ce qu'on appelle les groupes de suivi de formation, un GSF, qui vous suit sur toute la longueur de votre formation. Il ne faut pas hésiter à faire des retours. Par exemple, s'il y a des dérives sur votre milieu professionnel, il faut en parler, mais il faut parler des choses positives aussi, bien évidemment. Mais donc voilà, comment on gère, je dirais ça dépend, mais ce n'est pas une réponse, c'est au cas par cas, quoi. C'est comment vous vivez la chose, comment elle est reçue par les professionnels et à qui vous en parlez après autour de vous. Nos élèves ont décidément beaucoup de questions, je crois, beaucoup d'interrogations. On va poursuivre également. Je voulais juste rebondir par rapport au fait que tu aies fait un service civique. Et du coup, on aimerait bien savoir le taux d'admission en IRTS avec un service civique. Alors, je pense que ça joue pas mal sur le dossier. Après, de là à dire le taux, c'est vrai que je le connais pas forcément. Je sais pas si voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, ça montre que déjà vous êtes motivé, que vous restez pas chez vous en sortant du lycée. Vous vous dites c'est bon, j'ai le bac, je suis tranquille. Non, faut être dans la vie active, c'est important. Faut se faire de l'expérience. Faut pas avoir peur. Faut être ouvert à tout ce qui peut s'offrir à nous. Et je pense que justement, le service civique, c'est une bonne alternative parce que c'est à la fois un petit emploi, mais quand même beaucoup moins conséquent qu'un emploi où vous pouvez être à 35 heures. Et encore, il me semble qu'il y a des services civiques où il y a ce taux horaire quand même présent. Mais moi, en tout cas, c'était un 25 heures. Et je sais que justement, c'est bien parce que ça nous permet de rentrer tout doucement quand même dans ce qui est compliqué, on va dire. Parce que moi, c'était quand même un service civique où il y avait des problématiques assez lourdes. Et je sais que justement, ça m'a beaucoup aidé pour la suite parce que il y a des situations qui me font écho à ce que j'ai pu vivre. Et justement, c'est vraiment, moi je le conseille fortement. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais vraiment si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le, c'est un conseil. On va pouvoir rebondir sur cette question posée pour aborder la problématique Parcoursup. Chaque entité, chaque école est responsable de la sélection qu'elle procède au moyen, alors certaines fois d'algorithmes et d'autres fois d'une observation du dossier. Une bonne candidature d'un élève de terminale visant une formation à l'IRTS. Alors, je vais juste refaire un petit pont de ce qui vient d'être dit, parce que après, ça va venir sur Parcoursup. Ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que tous ces métiers, quels qu'ils soient, vous allez travailler dans la vulnérabilité. C'est-à-dire que s'il y a des travailleurs sociaux, c'est parce qu'il y a des personnes vulnérables. Vulnérables parce qu'elles sont handicapées, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles ont des problèmes psychologiques, psychiques, etc. Donc elles sont vulnérables. Donc on est bien dans un secteur d'intervention professionnelle qui va venir vous confronter à cela. Donc c'est pas facile de se confronter à la vulnérabilité.
Et c'est le métier. Que vous soyez AS, que vous soyez éducatrice de jeunes enfants, que vous soyez en crèche, vous allez vous retrouver. Il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, une structure petite enfance, il y a des personnes migrantes, il peut y avoir des personnes alcooliques, il peut y avoir des personnes handicapées. Voilà. Je dresse un profil, bien sûr, avec un gros stylo très gras, là, qui n'est pas le bon, hein, bien évidemment, mais c'est bien pour vous montrer que s'il y a des travailleurs sociaux, c'est parce qu'il y a de la vulnérabilité. Donc, j'en viens à Parcoursup. Alors, Parcoursup, nous avons décidé à l'IRTS Nouvelle-Aquitaine, ce qui n'est pas forcément la même logique pour tous les centres de formation. Nous avons décidé de ne pas prendre en compte le dossier scolaire. Juste apprendre un petit peu quand même, mais on n'utilise pas du tout les formules mathématiques de Parcoursup. Pourquoi ? Parce que nous considérons, et c'est un choix vraiment pédagogique de l'ensemble des cadres pédagogiques, nous considérons que on peut avoir été très mauvais à sa terminale, avoir son bac quand même, ne pas avoir été motivé pendant toute sa terminale, se traîner dans les couloirs d'un lycée, mais être extrêmement motivé pour être travailleur social et pouvoir se confronter à la vulnérabilité. Voilà. Et donc, ça, c'est important pour nous. Comment faire la différence entre... On va me dire, bah oui, mais et c'est ce qu'on dit souvent, les lycéens qui rentrent, ils ne sont pas très bons en français. Et c'est une vraie galère parce que les travailleurs sociaux ont de plus en plus à écrire. Voilà. Et les fautes d'orthographe, etc. Alors on pourrait dire, prenez au moins la note de français. Non, on ne prend pas la note de français. Pourquoi ? Parce que comment comparer un bac pro avec une note de français et puis un bac littéraire avec une note de français ? Pour nous, ce n'est pas possible, ça, cette affaire-là. Donc, on a décidé de ne pas prendre en compte. Mais ça, c'est IRTS, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Talence. Voilà. Nous avons mis en place, donc, comme tous les centres de formation, il y a l'obligation d'un entretien où vous rencontrez un professionnel et un formateur. Ça, c'est obligatoire, c'est la loi. Ce n'est pas Parcoursup qui l'a. Parcoursup aimerait bien faire disparaître ce truc-là. Mais la spécificité dans le travail social, c'est des textes qui font qu'il y a l'obligation, encore aujourd'hui, de faire cet entretien. Et donc, nous, on borde. On a des grilles, vraiment, pour le professionnel, pour le formateur, qui essayent de repérer en 25 minutes, puisqu'on n'a pas le droit de plus, d'essayer d'évaluer un peu la capacité de la personne, du candidat, à rentrer en formation. Voilà. Et si il y a ex-aequo, parce qu'il y a des ex-aequo, puisqu'il y a des points qui sont posés, à ce moment-là, nous allons regarder le projet professionnel, voilà, qui est dans Parcoursup. Voilà. Nous regardons le projet professionnel et s'il y a vraiment quelque chose à travailler dans ce dossier pour nous, c'est le projet professionnel. C'est qu'est-ce qui fait que je veux venir, je veux être éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant de service social. Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment ça que je veux faire ? Voilà. Et c'est dans cet espace-là qui va faire que la commission va déterminer un demi-point ou un point pour, en cas d'ex-aequo, modifier. Voilà. Aujourd'hui, pour nous, c'est une posture qu'on a. Alors, en plus, c'est une posture qui nous coûte, parce qu'il faut savoir qu'on a, en bas mot, 1200 entretiens à réaliser en très peu de temps, puisque le calendrier Parcoursup est extrêmement serré, et donc c'est beaucoup d'entretiens. C'est vrai moi j'ai des collègues dans d'autres établissements qui font ce filtrage au lieu d'avoir 500, alors nous on est le plus gros, alors forcément on en a plus sur la Nouvelle-Aquitaine, mais au lieu d'avoir 500 dossiers, ils utilisent l'outil Parcoursup mathématique là, et ils en éliminent 50% et ils ne font que 50. Nous aujourd'hui, c'est pas ce qu'on souhaite. Voilà. Et on continuera à tenir ça tant qu'on peut. Si effectivement à un moment donné Parcoursup nous dit terminez les entretiens, on fera comme tout le monde, mais aujourd'hui, on essaye de tenir ça. D'accord, très bien. J'avais une petite question. Si vous aviez 2 qualités à mettre en avant lorsqu'on est dans le secteur du travail social. L'empathie et la bienveillance. C'est quoi l'empathie ? Savoir se mettre à la place de la personne qui est en face de nous et pas toujours
comment dire oui, savoir s'identifier aussi, mais sans trop se mettre dedans, avoir une juste valeur, une juste distance, pardon, et être le plus à l'écoute possible aussi, tout en ayant cette bienveillance et le non-jugement. En fait, ça avait beaucoup de qualités, je pense. On peut pas en dire que deux. Ouais, c'est mais vrai, voilà. Non, moi, ce serait pour réunir un petit peu tout ça, ce serait le respect, mais ça devrait, c'est quelque chose qui normalement est induit dans l'humanité, on va dire, normalement. Le respect et la communication, oui, tout à fait. À partir de là, se dégage, oui, forcément la bienveillance et l'accueil d'un témoignage ou d'une vie qui n'est pas la nôtre, pour pouvoir la comprendre, voilà. Et même quand je parlais de dialogue, c'est aussi le dialogue entre les collègues, c'est le dialogue avec les partenaires institutionnels, politiques, voilà. Donc, alors, je refaire un bond sur les critères et pour revenir sur le service civique. Quand même. Pourquoi, pour nous, quand on fait un entretien, on écoute le candidat et on se met à la place en tant que formateur ou professionnel. Le formateur, lui, va se mettre dans la place de se dire est-ce que cette personne-là, devant moi, elle a compris un peu ce qu'elle va faire pendant 3 ans. Ce n'est pas de réciter la formation, c'est est-ce qu'elle a compris où elle met ses pieds. Voilà. Le formateur, c'est ce qu'il va regarder. Il va essayer de regarder est-ce que cette personne a anticipé un tout petit peu que potentiellement financièrement, le logement, est-ce qu'elle s'est projetée un peu dans toutes les difficultés que cette formation de 2 ans ou 3 ans va avoir ? Parce qu'il va y avoir des difficultés, ça faut se le dire, il y aura des difficultés. Voilà. Donc c'est ça, donc il essaye de regarder ça. Et puis le professionnel, lui, qu'est-ce qu'il regarde de son côté ? Il essaye de regarder si le candidat a un peu lu ou rencontré ou eu, et c'est là que le service civique est intéressant, c'est confronté à la vulnérabilité. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous avez été forcément en service civique, ça ne veut pas dire que vous avez une expérience de 2 ans à l'étranger, etc. Je donne toujours cet exemple qui est peut-être encore une fois grossier, mais on a des étudiants. Moi, j'ai en tête un jeune étudiant qui avait 17 ans et demi, qui est rentré à l'IRTS. Alors, il avait 17 ans et demi, il a eu 18 ans, parce qu'en fait, la règle, c'est qu'il faut avoir 18 ans le premier jour de son stage. Parce que là, par contre, c'est des problèmes d'assurance. Il est rentré donc à 17 ans et demi, puisque effectivement, comme je disais tout à l'heure, le stage est au mois de janvier, donc il a pu rentrer. Sauf qu'il avait fait, grâce à ses parents, grâce au métier de ses parents, il avait fait le tour du monde, ce jeune homme. Et il en parlait de manière extrêmement intéressante. Donc ce n'est pas l'âge, c'est qu'est-ce que vous avez à dire de votre expérience. Qu'est-ce que vous en avez à dire ? Je fais du babysitting, mais aucun problème. Mais qu'est-ce que vous avez à dire du babysitting ? Puisque vous voulez être éducatrice de jeunes enfants ou éducateur de spécialisé. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette activité de babysitting ? Et c'est ça qui se joue. Voilà. Et c'est vrai que souvent, on a des jeunes qui sortent du lycée qui ne se posent pas cette question. Ils font des centres de loisirs, etc. C'est génial. Mais le métier d'animation n'est pas le métier d'éducateur. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est ces questions-là qui permettent que, par le biais du service civique, d'aller se confronter au handicap, d'aller se confronter à différentes choses, ça permet de prendre un peu de distance et de se dire, est-ce que d'abord, c'est bien ça que je veux faire ? Parce que, voilà. Et 2, de pouvoir déjà prendre un peu de distance sur soi et de se dire, oui, ok. Et quand je vais venir justement le jour de l'entretien, je vais être en capacité d'en parler de cette affaire-là. Et c'est ça, en fait, l'entretien. Donc, ce n'est pas forcément d'avoir énormément d'expérience. Ce n'est pas être plus âgé. Parce que plus d'une fois, je suis dans les salons et on me dit « Ah oui, mais de toute façon, l'IRTS, il ne prend jamais des jeunes de 18 ans. » C'est totalement faux. J'en ai une dizaine dans ma formation. Ouais, c'est totalement faux. On prend des gens qui en ont 40 et on en élimine qui en ont 50. Il y a des gens qui ont 50 ans qui viennent et qui n'ont rien à dire pendant les entretiens. Donc ça, il faut évacuer. Mais par contre, vous avez 25 minutes. Et ça, il faut que vous arriviez avec un projet de formation. Vous ne pouvez pas arriver comme ça en disant « j'y vais ». Non, il y a un projet. Les gens qui sont face à vous, il n'y a pas de problème. Ils savent que vous avez 18-19 ans, voilà. Mais ils doivent entendre
que vous êtes projeté sur 2 niveaux, la formation et la profession. Ça, si c'est pas entendu, bah oui, on rentre pas. Merci, c'était très clair et instructif. Nous avons une question d'une de nos élèves. Du coup, ce serait pour répondre, pour rebondir sur Parcoursup, pour savoir comment améliorer son dossier. Je pense que tout a été dit. Voilà. Après, moi, je sais que j'ai des questions qui me sont restées, que j'ai déjà eues de plusieurs étudiants, parce que j'ai pu en accompagner certains pour rentrer aussi à l'IRTS. Et je sais que justement, il y en a qui se disent, je vais faire un service civique sans forcément me poser de questions sur le thème que je veux faire, tout ça, et puis ça va le faire, je vais faire un petit job comme ça. Alors non, on ne fait pas un service civique comme ça sur un coup de tête pour en faire un, parce que justement, c'est ce qui va être étudié. Et je pense que si tu fais un service civique dans l'électricité pour venir t'occuper d'enfants, c'est bien, c'est cool, voilà, mais je pense que ça va pas toi, ça va pas t'apporter quelque chose. Et puis même eux, je pense qu'ils vont se dire... pourquoi elle est là, voilà, donc vraiment rester pour que ce soit constructif, faire le lien entre tes expériences et ce que tu veux faire, te donner les moyens de voir autre chose, comme disait Monsieur Meunier, et vraiment te faire confiance et voilà, te remettre tes capacités en avant, faire un bon projet motivé où tu sais parler de toi, tu sais dire ce qui est bien, ce que tu cherches dans cette formation et pourquoi tu veux aller là, et montrer que tu es motivé et que tu veux ça et rien d'autre, quoi. Et vraiment, après, normalement, si tu fais tout ça, je pense que le formateur qui sera en face de toi se dira, mais elle est motivée, elle veut vraiment être là, on va lui donner sa chance. Et après, voilà, si tu fais ça juste pour rentrer, ça peut être pénalisant. Donc vraiment se poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'on dit que c'est une formation qui remue, une formation qui se fait pas comme ça, du jour au lendemain, je vais être éducatrice de jeunes enfants et je viens, et voilà. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu travailles auparavant et que tu n'abandonnes pas le projet. Avez-vous d'autres questions, nos élèves ? Du coup, moi, c'était pour quelles sont les principales difficultés du métier d'assistant de service social, mais en globalité des travailleurs sociaux aussi. Les principales difficultés, là on arrive sur les choses... comment dire, il y en a, je pense que ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de qui vous êtes déjà, ça dépend en quelle structure vous travaillez. Alors je vais parler pour les éducateurs spécialisés, on est susceptible de travailler autant en contact de personnes en situation de handicap, polyhandicapés, mais par exemple des gens plutôt de la rue, l'accueil inconditionnel, tout ce qui est migrants, mineurs non accompagnés, ça peut être du coup dans la protection de l'enfance, voilà. Il y a plusieurs, mais comme partout, je dirais comme dans toute profession, il y a déjà le cadre professionnel qui fait que vous pouvez avoir des difficultés avec des collègues, vous pouvez avoir des difficultés avec votre patron, vous pouvez avoir des difficultés là pour le coup avec le public. Mais ces difficultés, elles ont toujours des réponses. Comme je disais tout à l'heure, le dialogue, le respect. Si vous utilisez ça déjà de base, vous allez, je pense, pouvoir résoudre la plupart de vos difficultés. Et moi, celle à laquelle je suis confronté plus particulièrement aussi pour ma situation, en ce moment, la difficulté, c'est l'écart un petit peu entre les organes décideurs de du dispositif social, on va dire, et le terrain. Mais ça, je pense que c'est pas quelque chose qui est nouveau. Il y a toujours eu des difficultés sur le terrain et des personnes qui n'ont pas forcément les éléments pour y répondre sur le terrain, puisqu'ils ont une autre place dans le système, on va dire. Donc voilà. Oui, c'est ça ce que j'explique. C'est-à-dire que le travailleur social, il est au milieu de plein de choses, et entre autres, il doit mettre en œuvre ce qu'on appelle des politiques sociales. Il doit aussi mettre en œuvre. Il est là parce qu'il est travailleur social pour ça. Puis parfois, et assez souvent, les publics, ils sont là au quotidien avec les travailleurs sociaux, et ce public-là, ils sont éloignés des politiques sociales, et le travailleur social, il fait un grand écart entre ce qu'il doit normalement faire, mais en fait, là, il a quelqu'un qui est là qui peut de toute façon pas faire, et c'est ce travail d'adaptation. Je pense qu'il y a une des qualités qui est très importante dans le travail social, c'est la capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut observer les gens, les écouter, les entendre, et puis se dire, ça c'était prévu, mais en fait c'est plus possible, donc il faut faire autrement. Voilà. Et ça, cette capacité d'adaptation, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que
Voilà, quel que soit le métier, assistant de service social et éduc, vous avez déjà entendu plus d'une fois à la télé, à la radio, la complexité, le terme de complexité. Mais c'est ça, aujourd'hui, c'est complexe. Avant, on pouvait se dire, bon, Madame Machin, elle est comme ça, Madame Bidule, elle est à peu près comme ça, on va faire la même chose pour les deux. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, quoi. Aujourd'hui, c'est, Madame Machin, elle est comme ça, mais oui, mais elle est comme ça, mais est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Oui, elle est comme ça. Bon, alors on va peut-être faire comme ça, alors. Et puis, Madame Bidule, non, là, il faut qu'on fasse autrement. Voilà. Et c'est ça, la complexité. Et le travail, il est là, et d'entendre. Donc, quand on dit, il faut entendre, oui, il faut entendre, en fait, cette complexité des personnes qui ont des besoins spécifiques, qui ont des vies, comme nous tous, chacun d'entre nous avons des vies différentes, et il faut prendre en compte chacune de ces vies. Et le travailleur social, lui, il va falloir qu'il adapte. Il va construire un puzzle tout le temps. Et je dirais, quel que soit le métier du travail social, éduc, AS, etc., c'est ça le métier. C'est ça. C'est poser des puzzles à chaque fois, avec des difficultés au quotidien, parce qu'on n'est quand même pas un secteur très riche, un peu comme la santé. C'est-à-dire qu'on est... voilà, et que parfois, il faut un peu, comme disait un certain anthropologue, il faut bricoler. Voilà, et donc on fait du bricolage. Mais aussi, c'est innovant, c'est créatif, c'est ce qui fait que on ne sait pas d'un jour sur l'autre ce qu'on doit faire, ce qu'on va faire. Il n'y a pas de routine. Ouais. Voilà, il n'y a pas de routine. Et ça, c'est ultra... Il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont comme ça, en tous les cas. C'est ça qui est génial. Voilà. Mais voilà, il faut être prêt à y aller comme ça, quoi. Parfait, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission, de ce podcast, particulièrement intéressant. On a bien compris que les métiers du travail social permettaient une employabilité certaine, qu'on avait besoin de ces travailleurs sociaux, et que c'est un métier passionnant, certes très impliquant, bouleversant parfois, mais qui génère du contentement, de la satisfaction, et puis le sentiment d'être particulièrement utile. Et dans le contexte que nous vivons, un contexte social, économique, et maintenant guerrier, il est bon d'avoir des jeunes gens, des jeunes femmes avec sachant manifester de l'empathie, prendre en charge les difficultés et apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Donc je vous remercie vraiment beaucoup de votre intervention, et puis je vous dis à notre prochain épisode des podcasts de l'orientation sur les métiers de la médecine cette fois-ci. Donc on trace notre route un peu dans ce sillon. Très bonne fin de journée à vous. Merci. Merci à vous.